l'épisode spécial. Je suis accompagné de Éric et Sylvie. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. C'est Sylvie Guérin. Je suis experte en cybersécurité. Je suis une des organisatrices du B-Side Montréal et je suis vice-présidente chez Eva Technologies. Éric Parent, président d'Eva Technologies, également évidemment spécialiste en cybersécurité et puis un des cofondateurs de B-Side Montréal. Et Sylvie a oublié de mentionner qu'on avait aussi parti B-Side Québec en 2013, 14, 15. Alors, on a un petit peu de millage et puis c'est pour ça qu'on participe encore à des activités comme B-Side Montréal. Oui, là on est dans un contexte particulier. Vous allez faire un hommage à quelqu'un qui nous a malheureusement quitté trop vite. Je vais vous laisser le présenter puis toute son énorme contribution à la communauté parce que c'est quand même un des piliers très important. Fait que je vais vous laisser discuter un peu de... On parle ici de Michel Cussin. Alors, Michel, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a plus de 25 ans. On travaillait dans une entreprise qui s'appelait Service Maxon à l'époque où la sécurité, c'était principalement des firewalls. Là. Michel, c'était un des 2 instructeurs au Québec certifiés pour Checkpoint, là, pour les firewalls. Et puis, c'est une époque qui était intéressante parce que le budget se limitait vraiment juste à ça. Là. Avez-vous un firewall ou pas? Et Michel était dévoué à la cause. Cette entreprise-là vendait beaucoup de firewall Checkpoint. Et puis, c'est lui qui formait des gens, finalement, pour l'utiliser. Et puis, moi, je l'ai rencontré dans ces années-là. Et à un moment donné, il a gravité vers SANS. Il a été un formateur, le premier, peut-être même le seul formateur SANS au Québec, là, qui avait, comme Sylvie mentionnait, quand on se parlait tantôt, là, tu voulais parler de... Oui, mais ça, Michel, au niveau de formation SANS, ce qui était vraiment super, c'est que c'était un des formateurs qui donnait les formations en français. Pour les gens à Québec qui ne pouvaient pas sortir souvent à l'extérieur faire des formations, mais Michel était capable de toutes leur vulgariser bien en français, toutes les nouvelles formations techniques, tous les nouveaux trends en cybersécurité. Puis c'était vraiment le fun. Il y avait beaucoup de personnes de la communauté de cybersécurité. On allait suivre des formations à Michel parce qu'il y avait une façon de nous présenter les choses. C'était tout le temps all-in, toutes les nouveautés bien expliquées avec beaucoup d'exemples. Il y avait beaucoup d'énergie quand il donnait ses formations. Je pense que c'est un peu ça qu'on va toujours se rappeler de Michel, c'est que quand il pognait un os, il mordait, il était passionné, puis il donnait beaucoup de... Son énergie était pure, là, il en donnait. Là, fait que... Alors, énormément. Là, pour moi, le contact que j'ai eu avec lui, c'est la fondation du Hackfest en 2009. On a fondé, c'est joint au groupe, il était même pas... Puis ça, c'est pour, je sais pas si ça avait été discuté publiquement, ça avait été très comique parce qu'on était au début 3. Puis Michel, c'est comme joint à notre groupe, puis son énergie a fait que finalement, on l'a inclus comme étant le 4e cofondateur du Hackfest en 2009 parce qu'il était tellement motivé, tellement passionné, un peu comme tu dis. Puis il lâche pas, il nous a trouvé des affaires. Ça a été vraiment, vraiment très chouette cette construction. Puis moi, c'est le contact que j'ai eu, là, malheureusement, pas aussi vaste que vous autres, là, mais... C'était vraiment très, très chouette. C'est justement, comme vous mentionnez, c'est son énergie puis sa volonté de livrer des choses à la communauté puis contribuer puis de foncer là-dedans. Ça me fait rire parce que ça me rappelle, c'est là que j'ai été introduit au Red Bull. Hein. Vous avez eu Red Bull comme sponsor puis on avait tout inquiet du Red Bull. Puis l'année d'après, c'était le Slow Cow. Le Slow Cow. Ça, c'était... Ça avait moins pogné. Un peu. Ouais, ça fait partie des expérimentations qu'on fait quand on fait des événements. Là, vous le faites aux autres aussi. Fait que, on avait une nouvelle compagnie qui faisait ça. On a trouvé ça intéressant jusqu'à temps que l'expérience nous démontre que ça ne l'était pas. C'était plus un petit thé que du Red Bull. Parce que c'est supposé de relaxer. Puis quand tu fais une compétition, un CTF, tu veux pas relaxer. Fait que on va retourner au Red Bull. Fait que pour revenir sur l'affaire du SANS, moi je me rappelle, le premier cours qu'il avait donné, on avait participé. Tu veux encourager tes amis, tu sais, puis j'avais jamais pris un cours de SANS, on va aller voir c'est quoi. Puis ça m'avait surpris le niveau de documentation qu'ils ont dans ces cours-là, que Michel avait travaillé pour avoir en français également. Fait que c'est tout un effort. Et puis, toute la gang, je pense qu'on a toujours été amis parce qu'on n'aimait pas les injustices. Tu sais, quand il y avait, tu te rappelles sûrement la période là, où il y avait des abus de CV. Là. Il y avait des compagnies qui copiaient-collaient des CV, changeaient les noms dedans. Tout ça. Fait que Michel s'était monté aux barricades avec les journalistes pour ça. Nous autres aussi, d'ailleurs, on en avait parlé. Aussi, ouais, on avait, la même chose se passait autant à Québec qu'à Montréal. Nous, à Montréal, de mon côté, on avait trouvé des gens qui utilisaient mon CV, le CV Éric. Puis Michel, lui aussi, quand on en avait parlé, rendu à Québec, là, c'est là qu'il s'était mis. Puis il était là, là, c'est pas correct de faire ça. On va vraiment en parler à des journalistes. Là. Puis il était jusqu'au bout de ça pour faire écrire un article.
Puis à un moment donné, pour que les gens ils cessent d'utiliser des CV de gens qui n'avaient pas sur leur staff pour gagner des mandats. Ouais, puis ça revenait un peu à l'ingérence qu'on voit dans les appels d'offres, là, où que les compagnies vont juste bider avec n'importe quoi finalement. Ils ont fait du copier-coller. Puis, Oui, ça se voit. Puis c'est ça. Puis je ne sais pas si c'est une conséquence directe avec ce que Michel a fait, mais au gouvernement, du moins, maintenant, les gens doivent signer les CV. Fait qu'ils ont comme mis des processus pour lutter contre cette tendance-là. Ça fait que ça a eu des impacts positifs. Puis j'espère que c'est lui qui a amené ces modifications-là, justement, pour que cette façon de tricher un peu désagréable pour ceux qui travaillent dans le domaine vraiment. Là, c'est pas... je pense que c'est tous des efforts. Collectivement, on a quand même une petite communauté. Puis là, c'est sûr, là, on sonne vieux parce qu'on est les plus vieux. Mais on là, est vieux. Les années passent. Les années passent, on est les plus vieux, mais la réalité, c'est que c'est une petite communauté. Puis les plus vieux aussi, quand à un moment donné, tu cours pas après ton prochain mandat dans le sens où que si quelqu'un te demande ton opinion sur une grosse compagnie ou sur la machine gouvernementale, ben on va le dire. Parce que je m'en fous, moi, de lui qui m'aime pas la face. T'sais. Fait que c'est un peu ça la position que Michel prenait, et nous autres aussi. Fait que c'est pour ça qu'on avait une belle synergie. Puis je me rappelle dans ce cours-là du SANS, là, il y avait. Il y avait des fonctionnaires, évidemment, c'était à Québec. Oui. Les trois fonctionnaires là, je en veux pas dire arrière. des méchants, c'est ça, les trois, tu sais où je m'en vais avec ça. Hein? Fait qu'il y en avait trois en arrière. Les autres étaient tous bien corrects en passant, mais qu'est-ce qui ne catchait pas, c'est que c'est vitré. Hein? Il y avait des fenêtres à l'arrière. Fait qu'il y en avait trois en arrière, puis c'est un cours qui coûte cher, hein, Sans, c'est des cours de 3 000 à 4 000 $. Fait qu'ils jouaient aux cartes. Puis, fait qu'à un moment donné, nous autres, on finissait les exercices, puis après ça, on allait aider les autres parce que c'est notre métier, tu sais, nous autres, on aimait ça, on en mangeait. Fait que là, du coup, Michel me fait signe, il dit, viens en avant. Puis il dit, ah ben là, elle, t'auras l'aider, là, ou lui, t'auras l'aider, puis en passant, regardons par les fenêtres. Je regarde par les fenêtres. Je dis, quoi, les trois morons qui jouent aux cartes? Parce qu'on voyait la réflexion des fenêtres qui jouaient au solitaire, tu sais. Fait que c'était drôle, là, mais ils prenaient ça avec un grain de sel, mais on savait qu'il y avait un problème dans certains fonctionnaires, finalement. Oui, mais c'était d'une certaine époque aussi, là, parce que ça remonte quand même à il y a longtemps, c'est cette façon-là un peu trop désinvolte du gouvernement en général. Ça l'est moins maintenant, heureusement, là, mais à ces époques-là, ils se faisaient payer des formations et il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas comme d'éléments qui allaient avec ça. Pas de KPI, pas de... Ouais, c'est culturellement, ça leur a pris du temps avant de changer ce genre de choses-là, mais puis encore là, je pense que Michel a été instrumental à faire changer les cultures ou du moins au gouvernement. Là, ça change lentement, mais ça finit par, avec un peu d'entêtement, réussir à faire quelque chose. C'est ça, ça prend du temps. Puis un peu comme tu disais, on a espoir que toutes ces contributions ont mené à ces choses-là. Puis c'est une certitude dans un sens, parce qu'à force que tout le monde en parle, ben, ça finit par faire bouger quelque chose. Et puis les affaires au gouvernement, ben, ça ne bouge pas du jour au lendemain. Hein. Ça peut prendre une décennie avant que quelque chose change. Mais si on dit rien, il n'y a rien qui va changer. C'est ça. Puis aussi pour changer, on avait fondé le B-Side à Québec. Souvent, il y avait des gens qui venaient de plus loin que Québec. Ils trouvaient que c'était loin déjà d'aller à Québec, venir à des conférences à Montréal. Ça lui tentait plus ou moins pour une conférence d'une journée. Puis ils voulaient aussi, la mission, quand on avait fondé le B-Side à Québec, c'était presque de réussir à faire une conférence seulement en français. Puis après ça, les 2 années d'après, c'était de trouver des filles qui allaient faire des conférences avec nous au B-Side à Québec. Puis moi, je vais tout le temps me souvenir, le premier B-Side, on commence avec 0 budget. Puis là, on s'est dit, on va tout faire nous-mêmes. Moi, dans ce temps-là, le premier B-Side, j'étais enceinte de ma fille. On va tout faire nous-mêmes. Donc, je m'en vais faire l'épicerie avec Eric au Costco. Mais là, on compte, tu sais, nous, on est comme Michel. C'est comme, il n'y a pas de zone grise. Donc, on dit, OK, on va manquer de bouffe. Mais là, on se ramasse dans le stationnement de Costco, Eric et moi. Puis là, j'appelle Michel. Il dit, ben là, qu'est-ce que? J'ai dit, ben ça rentre pas dans mon truck. Michel, j'ai besoin que tu viennes avec le pick-up. On avait beaucoup, beaucoup de bouffe. On avait aussi appris que la bière en fût de la microbrasserie, c'est mieux de faire venir le gars de la microbrasserie que de toi t'essayer avec les petits colleux, parce que Michel et moi, on se battait, il y avait juste de la mousse qui sortait dans les verres ce soir-là. Ouais, mais explique les 30 secondes d'expliquer. C'était le concept d'avoir une sorte un tuyau qui passe dans un cooler où tu as mis de la glace. Il y a un plan de fou, toi, ça n'a pas marché.
Michel a passé toute la soirée à essayer de faire des bières avec ça. Ça mettait 1 pouce de bière puis 4 pouces de mousse. Puis, fait que oui, on a beaucoup appris cette année. Mais tu voyais que on mettait tout notre cœur. Puis Michel, c'est une personne qui avait un grand cœur, qui était tout le temps là, prêt à nous aider. Puis vraiment, le succès du premier B-Side, on avait eu tellement des beaux commentaires. Là, puis c'était vraiment aussi grâce à Michel. Puis l'idée aussi de faire le B-Side, c'était juste d'avoir de quoi qui coûte rien. Là. C'était le minimum cost. Là. Fait que le billet, je ne sais pas comment coûter, mais un peu comme ici à Montréal, ça coûte 50$ avec la bouffe, avec toutes sortes d'affaires. Ça fait que c'est vraiment un aubaine, là, si on veut. Fait que c'est un peu ça l'idée. Là. Mais c'est lui qui avait parti ça. Hein. Il avait contacté Jack Daniel, puis il avait dit on peut-tu en faire un? Puis Jack Daniel, même à l'époque, il était lui surpris. Ça avait commencé à popper dans plein de villes. Hein. C'est pas rien que Las Vegas qui en faisait. Là. Il en avait à Chicago, il en avait à plein d'endroits. Je ne sais pas s'il en avait à Toronto. Il en avait à Calgary. Parce qu'il se parle de tout. Là. Il disait, ça vous dérange-tu si on en fait un à Québec? Mais non. Puis c'est un peu de même qu'on s'est ramassé à en faire un à Montréal aussi. On a demandé à Michel, ça te dérange-tu si on en fait un à Montréal? Ben non, il n'y a pas de problème. Fait que ça a vraiment grossi. Puis Jack Daniel, quand on a fait le deuxième... Oui, en 2014. C'est... parce qu'elle, quand elle était enceinte, fait qu'elle avait t'avais-tu un T-shirt? Oui, le premier B-Side, j'avais mon T-shirt Hacker Inside, comme Intel. Puis le deuxième B-Side, là, ma fille était là avec nous. Ouais, puis elle avait un T-shirt qui disait My second B-side, first one outside, ou quelque chose comme ça. Oui. Fait que Michel avait demandé à un de ses amis de l'envoyer à Jack Daniels, puis de l'envoyer à la gang de B-side, la photo, quand on est sur le stage, toute la gang. Puis Jack Daniels avait réécrit, c'est génial ça. Puis l'autre fondateur, là, j'oublie toujours son nom, j'en reviens pas comment la communauté s'est appropriée le côté familial. T'sais. Parce qu'on nous on avait donné une conférence, on était un des conférenciers la deuxième année pour un sujet X. Puis on était sur le stage avec le bébé dans les mains. Fait que ça faisait vraiment familial. Puis c'est ça que Michel aimait. Il aimait ça, les affaires, inclure tout le monde. Puis, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous avaient demandé au B-Side à Québec, ben là, c'est la fin de semaine, là, je pourrais y aller, mais là, ma blonde n'en veut pas vraiment, j'ai mon gars. Je dis, ben amène-les ton gars. Ben là, ça va pas déranger. Je dis, ben c'est capable de garder silence pendant une conférence, tu peux le lasser dans la salle, là. Moi je vais l'accepter, là. Je te chargerai rien pour ça. Ils peuvent juste apprendre, puis c'était une façon d'apprendre, surtout il y en a qui commençaient à amener leurs ados, puis c'était une façon d'un peu de te familiariser avec la cybersécurité. C'est un peu la voie qu'on avait pris. Oui, puis ça continue. B-Side à Montréal maintenant, ça aussi existe encore. Là, on a même des bébés qui sont présents cette année. Donc, ça fait cette culture-là continuer à transcender de Northsac à Montréal aussi. Ça transcende énormément la culture de la famille et la présence de tout ça. Puis effectivement, comme vous l'aviez fait à Québec. Puis c'est un point, parce que tu parles de Jack Daniels, puis ça, c'est un point qui m'avait marqué de Michel, c'est sa capacité d'entrer en contact avec les gens et d'aller chercher des gens et de soulever des situations qui sont, pour moi, dans lesquelles j'ai zéro habilité. Puis là, je voyais ça aller, puis ça m'a toujours énormément impressionné à quel point il avait été capable, parce qu'ils avaient trouvé des conférenciers du SANS pour le premier Hackfest, puis c'est des affaires qui se peuvent pas, que tu fais juste comme, oui, mais comment t'as fait arriver ce genre de choses-là? Ça veut dire, genre, what? Mais en réalité, je pense que ça va avec le caractère, pas le caractère, mais le trait de caractère de ceux qui ont des problèmes de déficit d'attention. Là. Pour nous autres, on ne trouve pas ça, parce que nous autres, on est tous de même. Là. Michel est inclus. Et pour nous autres, c'est pas une déficit. On saute du coq à l'âne, on a de l'énergie en masse. Fait que Michel, c'est ça qu'il fonçait. Fait que s'il disait, ben, c'est qu'il faut appeler, on l'appelait. Oui, le premier B-Side à Québec, on a eu le fondateur de Metasploit. Puis là, on avait dit, faut que tu commences la présentation, on veut la vache. Puis on l'a amené manger de la poutine avec nous. Ouais, ben c'est ça. Michel l'avait bien pompé. Là, fait que, il s'est arrangé pour que ça marche. ça a très bien marché. Même quand je t'ai rencontré, d'ailleurs, c'est à cause de Michel. Parce que Michel qui m'avait appelé, puis quand vous faisiez le Hackfest, justement, on s'est ramassé à faire le lockpicking. Oui, vous avez fait ça pendant plusieurs années, d'ailleurs, le lockpicking, tout ce que ça va avec. Donc, c'était vraiment très chouette, d'ailleurs. On s'est bien amusé. C'est sûr qu'il y a des années après que le travail rentre dans les jambes, puis vu que c'est Québec-Montréal, des fois, on a manqué, là, mais... Il y a toujours de plus en plus de conférences sur le marché. Donc, à un moment donné, c'est dur de toutes les suivre, là, mais c'était les bonnes années du début du Hackfest. Là. Michel il était très présent. Oui, on a bien aimé cette période-là. Là, c'était vraiment chouette. C'était vraiment très, très, très dynamique dans tout ce que ça faisait.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments de sa contribution qu'on n'a pas abordé que vous aimeriez souligner? Je pense qu'une des affaires qu'on voudrait que tout le monde se rappelle, c'est qu'il était dévoué. T'sais, fait que n'importe quand qu'on l'appelait avec n'importe quel plan de merde, il embarquait. Fait que je me rappelle à un moment donné, il y avait des chercheurs, là, pas des chercheurs, mais des recherchistes d'une émission qui ont fait un documentaire qui s'appelait Hackers. Puis il m'avait approché il faisait 5 épisodes. Puis il y avait des sujets là-dedans. Il y avait déjà leurs idées préconçues. Là, ils voulaient faire certains sujets. Des affaires de même. Fait que là, on essayait de fitter des affaires dans qu'est-ce qui fitait. Puis un des gros morceaux, là, je pense à la 3e épisode, qui est quasiment en entier c'est Michel. Fait que ceux qui le connaissent ou les amis, moi j'ai le lien. Là, j'ai demandé la permission à Explora de partager le lien famille et amis pour aller le mettre sur le site web, là, parce que c'est quand même copyright. Mais cette émission-là, je l'avais appelé Michel comme ça. J'ai dit, regarde, j'ai une gang ici qui veulent tourner. Ils tournent la semaine prochaine. Il faudrait hacker. Ils ont convaincu le président de Théo Taxi qu'on pourrait hacker Théo Taxi puis s'en servir comme exemple. Mais on voudrait que ce soit un vrai hack, là. Fait que c'est un takeover, whatever que tu veux faire, the sky's the limit. Puis tu lui avais dit, ben oui, quand? Je dis, ben comme là. Il dit, ben OK. Fait que 2 jours plus tard, je pense qu'il est descendu à Montréal, puis on l'a lâché lousse. J'ai préparé l'image qu'on a envoyée dans le email de phishing. Lui, il a tout fait le restant, le back-end, puis il les a violés d'un bout à l'autre, puis ça a fait moi, je trouve que ça a fait un beau documentaire. Ça a fait une bonne émission. Ça a fait une bonne émission. C'est sûr qu'une fois qu'il était dedans, après ça, on regardait les données, puis nous, on a eu du fun, là, parce que là, on a un NDA, fait qu'on dit, on va fouiller les données. Fait qu'on s'est aperçu que tu pouvais trouver où toutes sortes de monde avaient pris un taxi, puis où qui était allé voir leur maîtresse. Plusieurs personnes connues, tu pouvais suivre leur route sur Théo Taxi. Fait que, encore une fois, l'idée là-dedans, c'est qu'il était disponible il était dévoué, disons, à la cause. Fait que n'importe quand qu'on voulait faire de quoi, il était toujours willing. Puis c'est une belle qualité, en réalité. Comme toi, puis comme plusieurs, on dirait que notre métier, souvent, apporte ça. C'est sûr qu'il y a bien des gens qui restent dans leur coin, qui sont plus introvertis, là, mais il y en a beaucoup qui, je trouve, que tu peux les appeler, puis ils vont être willing d'aider, puis c'est une belle communauté. Fait qu'ils représentaient bien notre communauté avec ce genre de valeurs-là. Tout à fait. Puis ça m'amène aussi à glisser un peu, parce qu'il nous a quittés malheureusement trop rapidement. Et au fait aussi que tu parles d'une belle communauté, mais en même temps, il y a énormément de stress de travailler dans notre domaine. Il y a beaucoup de choses qui sont très, très complexes, dont Michel a notamment vécu aussi le même stress que beaucoup d'autres personnes dans le domaine. Et c'est à mon sens, une occasion justement de faire un rappel important que si on est dans une situation problématique, on ne se sent pas bien à l'intérieur, peu importe la raison, c'est important d'aller voir autour de soi, d'essayer de trouver des ressources autour de soi justement pour aborder la situation plus complexe, puis essayer de défaire le puzzle qu'on a dans notre tête qui, des fois, peut nous paraître un peu trop gros à tout seul à digérer. Je suis entièrement d'accord. Puis d'ailleurs, moi, sur mon Signal, j'ai une couple de channels, de même avec des collègues, des gens que j'ai croisés au fur et à mesure des années, qu'on dirait qu'on le voit, tu sais, qu'ils peuvent avoir plus de difficultés des fois, il y a un down. Fait qu'on dirait qu'on se garde en contact, puis on se chatte là-dessus, puis là, ils peuvent se vider le cœur, tu sais, parce qu'entre amis proches, on peut bien dire qu'est-ce qu'on pense. Tu sais. Fait que ça aide, ça, des fois, d'avoir un peu une soupape de communication où tu peux au moins te vider le cœur. Parce que les mandats, il y en a qui sont quand même très complexes. C'est sûr, quand tu es consultant, au moins tu sors, tu rentres puis tu sors. Fait que moi, je trouve, ça me dérange pas trop, là. Mais quand tu es un employé quelque part ou ben, donc tu fais des longs mandats, ben, il peut y avoir beaucoup de frustration de voir comment que la couche de gestion agit comme une couche. Une couche comme c'est un bébé. Là. Souvent, moi, je vais l'apporter un peu le point aussi un petit peu plus loin. Souvent, en cybersécurité, souvent, les gens sont aussi victimes de fraude. On oublie qu'il y a des humains derrière. Il y a des gens qui ont été victimes de fraude du président, toutes les fraudes amoureuses. Puis il y a certaines personnes, tu sais, qui ont quand même mis fin à leur jour parce qu'ils n'ont jamais accepté les choses qui sont arrivées. Tu as des présidents, des vice-présidents de compagnie qui se sont fait frauder pour des millions de dollars. Ils n'ont jamais accepté. Mais si on avait peut-être un meilleur encadrement, c'est de pouvoir en parler, que ça l'arrive, là, les cyberfraudes, il va tout le temps en avoir. C'est juste qu'on ne sait pas quand ça va nous arriver. Mais ça ne veut pas dire de se rendre coupable puis de vouloir mettre fin à nos jours pour ça. Là. J'ai vu des cas de burn-out. C'est pas rare.
puis on parle dans le comité cyber, c'est une chose, mais comme vous autres, je suis aussi un consultant, fait que j'ai une certaine distance normale quand j'arrive dans un incident. Je suis pas dedans, mais ceux qui sont dedans, donc les employés, les dirigeants, ils vivent de façon beaucoup plus brutale. Puis c'est pas rare que j'ai vu des gestionnaires TI ou cyber partir en burn-out après un incident parce que la pression qu'il y avait sur eux était tellement grande qui n'ont pas été capables de coper avec ça, puis sont partis en arrêt prolongé. La crise, c'est sûr, ceux qui gèrent les crises sont un peu différents, là, mais nous autres, c'est ça qu'on fait aussi, fait qu'on en gère beaucoup. Puis je me rappelle un cas en particulier, la personne technique avait gravité vers un rôle plus senior, fait que sans encadrement. Puis cette personne-là avait utilisé son compte domain admin pour déployer plein de choses dans des automates, dans l'industriel, dans plusieurs pays. Fait que tout roulait avec son compte. Mais il n'avait jamais été formé. Fait que là, quand il y a eu une brèche, ben c'est son compte à lui. Puis là, ben, tu ne peux pas changer le mot de passe, tu ne peux pas le barrer, le compte, parce que tout arrête dans toute la compagnie, dans 4 pays. Fait que c'était un shit show total. Et puis, je me rappelle, tout le monde n'arrêtait pas de taper dessus. Puis quand nous on est arrivés, on était plusieurs, il y avait Mathieu Lachaine, il y avait plusieurs experts qui ont de l'expérience. Puis une des premières choses qu'on a faites, là, on a pogné le management de côté, puis on a dit là arrête de parle-en plus de son nom, mentionne-les même plus. Parce que je ne sais pas si tu as catché, là, mais votre compagnie, c'est de la merde. Vous n'avez aucune structure, rien de documenté. Puis la seule personne qui sait comment ça marche, c'est lui. Fait que s'il s'en va se tirer une balle dans son char, là, t'es dans la merde. Fait que là, arrêtez de dire qu'il a fait une gaffe, il sait qu'il a fait une gaffe. On passe à d'autres choses. Fait que là, on gérait l'activité. Puis ça devient une personne après que tu encadres pendant des semaines pour être sûr qu'il va bien. Parce que, regarde, tout le monde peut faire une gaffe. Là. Moi, je pourrais cliquer sur quelque chose. Puis d'ailleurs, je suis pas mal convaincu que j'ai déjà cliqué sur quelque chose. Puis j'ai dit, ouais, qu'est-ce que je viens de faire là? T'sais. Fait que ça peut arriver à tout le monde de faire une gaffe. Fait qu'il faut juste passer à côté. Puis regarde, on passe à d'autres choses. On fait souvent les campagnes de phishing, tout ça. Mais quand il y a des incidents, on dirait qu'au niveau des ressources humaines, on n'a pas une petite cellule de crise de dire, bien, peut-être ces gens-là, il faudra aller leur parler, dire qu'on les apprécie, que ça l'arrive, essayer de les encourager pour quand ils vont sortir d'ici ce soir, là, bien, au moins la personne, elle va dormir puis elle va peut-être aller passer un petit peu de bon temps avec sa famille au lieu de juste essayer de se culpabiliser. Oui, c'est très important de trouver ces soupapes-là. On a un peu, par la bande, on le fait un peu, mais justement, puis l'autre message que je veux passer, c'est entre nous aussi, il faut qu'on soit capable de voir nos pairs, puis de voir qu'ils sont des fois dans des moments un peu plus stressants, puis d'être capable d'être une soupape, comme vous mentionnez, justement, d'aider à cheminer. Comme ça, des canaux signaux sur signal, c'est une belle façon d'amener. Quand on a besoin de lever la main, ben, de juste se retourner. Puis ça revient au fait que généralement, parlez-en, les gens autour de vous vont en parler. On vous a de très beaux exemples. Puis il y a 2 ans, quand j'étais venu présenter, je vous avais pointé dans ce sens-là. Étant des piliers importants, vous avez l'ouverture, vous êtes capacité d'écoute et d'arriver à accueillir quelqu'un qui est un peu plus amoché et de l'aider à cheminer. Puis on est beaucoup dans le milieu qui sont comme ça, mais les gens sont gênés de se retourner parce que les gens sont un peu gênés de se retourner vers quelqu'un qui est peut-être un peu plus senior, d'aller demander une main sur quoi, soit que ça soit technique, soit que ce soit humain. Puis souvent, c'est plus humain. Normal d'être gêné. Moi, je me rappelle quand tous les cours qu'on donnait, là, tout ça, moi, je disais toujours, on agit beaucoup comme psychologue avec nos clients. Parce que la couche de gestion ne comprend rien. Fait que là, il faut lui expliquer d'une façon qu'ils vont comprendre, mais il faut trouver une façon de manipuler leur perception vers un gain, vers quelque chose de positif. Fait que c'est un peu la même chose entre nous. Je pense qu'encore une fois, vu que c'est une petite communauté, ben ça devrait être plus facile, mais ça ne l'est pas. C'est malheureux, mais c'est ça. Je ne sais pas comment régler ce problème-là en passant, parce que c'est un problème humain. Je pense qu'il faut le travailler tous ensemble, peut-être en se créant. Au minimum, comment en parler comme ça, c'est justement pour ça que je profite de l'occasion d'en parler, parce que c'est nécessaire justement que les gens commencent à baisser leur gêne là-dessus puis de se retourner vers des personnes qui sont des références. C'est pas parce qu'on passe à la télé ou on est rendu là qu'on est inapprochable aussi. Ouais, c'est aussi l'autre aspect qui est très important. On a la chance d'avoir une communauté très approchable, on est très ouvert. Justement, le BICET est un bel exemple. Je fais la même chose à Québec. Avec le CQ, on est dans un événement plus petit qui est fait pour à hauteur humaine, si on veut. Et donc, on est dans un contexte comme ça, puis d'être capable de ramener ça à des tailles qui sont gérables pour notre esprit. Je pense que ça fait une phase. Hein? Quand on était plus jeune, on dirait...
l'ego est plus important, puis l'image, puis toutes ces choses-là. Puis là, lui, je l'aime pas, lui, je l'aime, blablabla. Mais à un moment donné, tu réalises, probablement dans notre métier, c'est tellement petit, puis on est tellement dans la merde en réalité, parce qu'on est en retard. Il y a une dette technologique puis une dette de sécurité qui est absurde dans toutes les entreprises. Fait que là, tu te dis, faudrait travailler ensemble. Fait que pourquoi se bitcher, là? Oui, chaque personne a leurs forces, puis il y a leurs faiblesses. J'ai des faiblesses, j'ai des forces. Toi aussi, elle aussi. Fait que on devrait juste s'appuyer, puis y aller avec le positif. T'sais. Puis c'est un peu ça que Michel, les dernières années, avant que ça aille moins bien finalement, puis que sa santé soit pas géniale, ben c'est ça qu'il faisait. Puis c'est pour ça qu'on l'impliquait dans plein de choses, puis il nous impliquait aussi. Fait que veux pas, ça faisait une belle synergie. Puis c'est ça qu'on devrait apprendre de ça. Parce qu'à mesure qu'on vieillit, ben, tout d'un coup, peut-être qu'on est capable de le voir, de s'apercevoir que quelqu'un va moins bien. Je ne veux pas cibler une catégorie d'âge, là, mais disons, entre 20 et 40 ans, tu vois moins ces choses-là. Tu es dans ta propre merde, là, puis tu bûches dans tes affaires. Mais rendu un peu plus vieux, moi, j'approche 60, fait que là, je commence à catcher. Là. C'est peut-être un moyen simple. Toutes les personnes, quand on va à nos conférences de cybersécurité, la plupart des gens, ils vont tous au petit cocktail après. Fait qu'au lieu peut-être de parler de la pluie puis du beau temps, il faudrait peut-être regarder nos pères à côté puis dire, toi, comment ça va, ta famille, as-tu des embûches, des difficultés, quelque chose, ou peut-être trouver un moyen d'aborder le sujet dans un événement plus détendu. Fait que peut-être que ça pourrait aider, là. Mais c'est quoi, je viens de réaliser c'est quoi le vrai problème, comme d'habitude, c'est le système d'éducation. Parce qu'on nous enseigne pas ça. On nous enseigne pas la communication. Puis on nous montre pas comment gérer des affaires émotionnelles. Puis c'est comme conjoint, tu sais, quand est-ce que tu demandes comment ça va? Jamais, tu sais. Moi, je vois souvent, en anglais, on a une affaire que j'avais vu passer qui disait « If you want to know what's going on, get your boyfriend drunk puis ask him how he's doing. » Parce que surtout les gars, je pense qu'on est plus renfermés de même. On parle pas pantoute. Non, moi, tout va bien. Puis, tu sais, mais en réalité, si tu me pactes, puis tu me demandes comment ça va, holy shit, t'attaches ta tuque. je vais te dire qu'est-ce qui va pas. Mais là, tu vas être obligé de faire de quoi? Fait que le monde aime ça vivre dans l'ignorance. C'est comme les gestionnaires des entreprises. Ouais, ça fait partie de choses. Puis justement, le manque d'éducation, de la gestion de ses émotions, c'est un problème global, malheureusement. Puis c'est pire chez les hommes, ce genre de choses-là, cette espèce d'image d'invincibilité qu'on a. Et on est exposé à ça. Puis ça, justement, d'être bien sous, là, tu laisses. Mais en même temps, les gens ne veulent pas vraiment. C'est ça aussi, les gens s'intéressent. C'est comme, je fais mes affaires, je me mêle de ma vie. Puis de cette espèce de volonté-là. Puis c'est encore là, c'est magnifique parce que Michel n'était pas dans il accueillait, il écoutait. Puis justement, il venait parler de tout cet environnement-là. Il nous permettait de parler librement, ou du moins entre nous, là, c'est peut-être pas publiquement, mais au moins entre nous, on était capable de sortir cette... sans gêne, là, juste on parlait de nos affaires, puis après ça, on n'est pas plus... puis ça allait bien, puis on passait au suivant après, puis ça c'est pas présent, là, comme tu dis, là. L'éducation n'est pas... je pense que ça se fait par clic, parce que par ami, tu peux avoir un petit cercle d'amis, que tu vas être chanceux, puis cette dynamique-là va peut-être être présent, mais c'est loin d'être commun. Puis je pense que c'est ça le problème. Hein. Ben, aussi, le travail à distance, ça l'aide beaucoup, tu sauves beaucoup de temps, mais tes relations sociales en souffrent. Là. Tu peux pas savoir que ton collègue là, qui est au bureau peut-être une demi-fois par semaine, il va pas bien, tu le vois pas chaque jour. Fait que tu peux pas le voir décliner. Là. Non, c'est ça. Puis ça c'est pas ce confinement, c'est un énorme problème de contact humain. Il y en a beaucoup qui s'enferment chez eux ou qui s'enferment dans un cocon. Puis surtout chez les plus jeunes d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas été exposés, ils n'ont pas été socialisés au travail comme nous on l'a été. Là. Donc cette relation-là, ce contact-là, l'homme, fait qu'ils vont être plus seuls, puis même au bureau, ils vont être plus tout seuls d'ailleurs, même s'ils ont dans un le nombre de personnes qui ne veulent pas retourner au bureau, là, c'est fou. Puis ça fait des guerres dans des entreprises. Puis je comprends que c'est le fun de travailler de la maison. Mais quand ils commencent à t'offrir, disons, un moitié-moitié, là, il me semble que c'est le meilleur des deux mondes. Tu vas voir du monde, puis oui, tu restes chez vous certains jours. Tu sais. Ouais, puis ça, mais en même temps, moi, mon texte sur ça, c'est que c'est pas adapté. C'est comme des mesures rigides parce que le contact entre les collègues, le contact comme avec les clients aussi, puis on les autres, on a plus des contacts avec des clients.
c'est important jusqu'à un certain point, mais faut que tu mesures, faut que tu ailles là quand c'est important. Puis quand c'est des moments importants et non forcés, les contacts se font avec les collègues, les liens construits sont beaucoup plus supérieurs parce que il y a comme tout le monde est comme c'est naturel. Et c'est ça, c'est naturel. C'est pas on est comme mis dans une même salle ensemble. Puis le problème d'être mis dans une même salle, mais ça fait que tout le monde est tout seul au bureau. Fait que ça crée de la solitude dans un lieu commun. Fait que c'est d'autant plus weird de vivre cette solitude-là dans un contexte parqué dans un open space que d'être chez soi à la limite. Là, mais de favoriser ces échanges-là au travail, dans la communauté. La communauté, on fait beaucoup d'événements. Il y en a vraiment, à Montréal plus, mais vraiment beaucoup d'événements où on peut aller prendre une bière avec d'autres, puis socialiser, rencontrer. Ça revient aussi sur le fait comment rencontrer, comment percer dans le domaine, ben c'est ça, c'est va aux événements, parle aux gens, on fait pas mal, on est tous un peu weird, c'est normal d'être weird, c'est comme, puis de célébrer un peu ce weirdness-là qui fait partie de notre communauté. Je pense que ça prend du temps à s'adapter. Parce que le COVID a brisé bien des choses. Là, ça va prendre des années avant qu'il y ait, disons, un nouveau normal, quelque chose de stable. Puis, c'était le COVID, c'était le fun, les premiers mois, là, quand tu vois, t'es obligé de fermer les rideaux, te promener tout nu dans la maison, il n'y a pas personne dehors. Mais au bout de 2-3 mois, exemple, ça commence à être long. Oui, c'est très, très, très différent. On va terminer là. On a quand même fait un bon tour sur la contribution de Michel, puis un peu les choses connexes que je trouvais essentielles de discuter, puis justement d'ouvrir les esprits à ça. Je vous remercie énormément d'en avoir partagé. Merci aussi pour l'événement que vous avez mis en place pour commémorer aujourd'hui. Là, ceux qui sont sur place vont pouvoir aller souligner ce moment-là. Oui, on pensait que c'était l'événement le plus approprié pour le faire. Il y a beaucoup de personnes qui nous l'avaient demandé avant, là, mais on avait choisi aujourd'hui parce que c'était vraiment l'occasion la plus appropriée. Oui. Ça fait un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous deux.